Bonjour Adriane, Salut Anne-Marie. ici Anne-Marie Roy. Oh man, Je prends le contrôle. tellement radiophonique. Ah, tellement. Incroyable. Je prends le contrôle du podcast Coach to Coach. C'est à mon tour de te poser des questions. There you go. Comment tu te sens en full contrôle? Ah, moi, j'adore. Aucun problème. J'aime bien plus interviewer les gens que de me faire interviewer. Alors, je vais prendre un malin plaisir à cette séquence. Amuse-toi, c'est ça le but. Adriane, je veux commencer avec ma première question qui est qu'est-ce que tu penses des coachs qui n'ont pas de coach? Des coachs qui n'ont pas de coach, ça Ouais. fait aucun crise de sens. Ça fait pas de sens. Tu sais, si tu t'es rendu coach, j'imagine qu'en quelque part, tu t'es fait coacher, parce que, je veux dire, il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches c'est quoi le métier quand même avant de décider de le faire. C'est sûr que tu as fait du développement personnel. Honnêtement, peut-être je vais répondre à la question. Quelqu'un qui coach puis qui a arrêté de se faire coacher, pour moi, c'est un mortal sin. C'est un big no. Pour moi, c'est ta vie, cette affaire-là. C'est comme dire, puis là, je vais prendre un exemple d'arts martiaux. J'ai fait des arts martiaux pendant quelques années. J'ai été chercher ma ceinture noire et tout ça. Puis, tu sais, on avait toujours des séminaires avec des hauts gradés, des maîtres, ainsi de suite, qui venaient. Puis, mes profs se faisaient coacher par ces gens-là. Ils éduquaient. Puis il y a toujours un next level à tout. À partir du moment où est-ce que tu crois que dans le métier de coaching, tu as fini d'apprendre, là, c'est le moment où tu prends ta retraite. Sérieusement, là. Mhm. Parce que c'est vraiment illimité, important. les niveaux, là. Illimité, c'est vraiment important et on apprend toujours Ouais. quand on est coaché et on apprend des autres coachs aussi. Exact. Ouais. C'est vraiment intéressant. Donc, D'ailleurs, tu sais, un de mes mentors puis un de mes premiers coachs va venir demain à filmer un podcast ici. Et moi, je me fais coacher actuellement dans une cohorte avec Martin Lemire et Guillaume Bareil. Oui. Que c'est deux personnes que je respectais depuis longtemps, que je voulais travailler depuis longtemps avec eux. Quand je les écoute, j'apprends pas nécessairement. Ils sont à mon niveau à moi, mais il y a une expérience que moi, j'ai pas. Et moi, j'ai une expérience qu'eux, ils n'ont pas. Fait que moi, je veux obtenir leur expérience à ce niveau-là. Et ça vaut amplement la peine que je me paye cette expérience-là. Puis je leur ai dit très ouvertement. Je n'ai pas comparé les niveaux, mais on pense pareil. On est déjà au même niveau de fréquence, je te dirais. Fait que c'est les mêmes mots qui sortent de nos bouches, mais nos façons de faire sont complètement différentes. Moi, je veux apprendre leur façon de faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont des années d'expérience que moi, j'ai pas. Que je veux. Puis ça va me permettre d'aller à mon prochain niveau. Puis éventuellement, ça va être quelqu'un d'autre. Et devine quoi? Eux autres aussi se font coacher à leur niveau avec quelqu'un d'autre. Puis devine quoi? Leurs coachs à eux aussi se font coacher par quelqu'un. Parce que, man, des fois, là, ça prend 30 ans à arriver à un certain niveau ou décrocher assez des conditionnements qu'on a pour arriver à un certain niveau de paix intérieure ou de zénitude ou de permission. Et c'est ça. Puis des fois, c'est juste la vibe de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme dire, regarde, moi, je suis un chef maître. Puis là, tout d'un coup, ça me tente de cuisiner des sushis, mais je fais des pizzas d'habitude. Ben, va apprendre des sushis. Clairement, tu as besoin d'un prof. clairement. C'est la même affaire. C'est la même chose. Puis tu parlais tantôt de fréquence. Est-ce que Ouais. tu penses qu'on doit être coaché par quelqu'un, mettons, on est coach par quelqu'un qui est à la même ou une fréquence plus élevée que nous? Mon réflexe, c'est de dire oui. Il faudrait que j'y réfléchisse. Tu sais, par rapport aux aptitudes, pas nécessairement. Il y a des gens qui peuvent avoir des aptitudes, comme par exemple un coach d'entraînement. Quelqu'un qui te dit dors bien, mange bien, sois relax, crée pas trop de cortisol, diminue ton insuline et tout ça, c'est tout mécanique. Ben oui. Le AI va te le dire, il va te dire exactement la même affaire. Fait qu'au niveau des aptitudes, non. Au niveau de est-ce que tu vas te permettre de te faire influencer par cette personne-là ou fuck yeah? Ouais. Fuck yeah, tu vas le ressentir en tabarnouche si cette personne-là peut t'influencer parce qu'elle va venir d'une place qui va résonner comme, sais-tu quoi, je devrais shut the fuck up, puis je devrais l'écouter, puis le faire, qu'est-ce qu'il me dit. Fait que dans ce sens-là, oui. Puis je trouve ça super intéressant parce que ça va m'amener une sous-question qui est comment tu fais pour élever la fréquence de tes clients à travers le coaching? Élever la fréquence de mes clients, c'est 100% ma responsabilité, pas la leur. C'est-à-dire, moi, j'arrive avec une fréquence beaucoup plus élevée que la leur. Pour matcher, qu'est-ce que je crois qu'il faut qu'il y ait comme fréquence à ce moment-là? Si c'est vrai que je suis un miroir, et je le crois que c'est vrai, je dois être l'exemple incarné de l'état que je veux faire chez mon client à ce moment-là. Donc, si moi, je ne l'ai pas fait pour moi, good fucking luck de le montrer. Mais si je l'ai déjà fait pour moi, c'est simple être moi.
C'est simple, être intègre et authentique, puis dire fais ce que je fais. Fais ce que je fais, sois comme je suis, tu vas avoir les mêmes résultats parce que tu vas, par cohérence, atteindre le même niveau que moi et tu vas comprendre quand tu vas te rendre à ce niveau-là. Mais si tu n'as pas un exemple devant toi, c'est crissement difficile de le faire. Vraiment. Et de là revient le fait que si tu enseignes ou tu coaches quelque chose que tu n'as pas accompli, très difficile d'avoir des bons résultats. Puis attention, le taux de satisfaction qui va pouvoir varier. Absolument. Et de résultats. Oui. Génial. Merci. De rien. On va à la prochaine. On parle de croyance, de perception, d'expérience. Quelle est la croyance ou la perception sur laquelle tu travailles ou que tu n'as pas encore réussi à complètement transformer? Eh boy, elle est bonne celle-là. Je travaillais, le dernier bout, que ça fait longtemps que je t'ai jamais dessus, là, je vais le dire en toute vulnérabilité et authenticité, c'était le corps physique. J'avais beaucoup de croyances contradictoires dans mon corps physique qui faisaient que je maintenais un corps pas en santé. Puis c'était mélangé comme avec une croyance de liberté et de « ouais, mais ça sert à quoi vraiment que je sois en santé si j'ai le libre arbitre? » Tu comprends? Fait que je veux être libre de faire mon libre arbitre et en même temps être en santé. Puis là, à un moment donné, mon corps m'a envoyé une couple de signaux une couple de fois, en faisant comme c'est peut-être pas bon ce que tu fais comme approche, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Mais il est arrivé à un moment donné où mon niveau de fréquence a tellement monté que c'est carrément devenu insoutenable de garder un corps de cette façon-là. C'est comme si, tu arrives dans Formule 1, là, ou tu arrives dans une nouvelle ligue, puis dans cette ligue-là, tout le monde est high, là. Tout le monde va vite, tout le monde performe, tout le monde est en santé, puis tu es comme, OK, ça marche pas, c'est incohérent là, complètement. Puis l'autre affaire, ça revient à ce que j'avais dit tantôt, est-ce que je suis le bon miroir de la personne? Je veux-tu aider la personne de façon holistique dans tous les niveaux? Je ne peux pas les aider avec le corps, je ne l'ai pas. Donc, incohérent également dans ce sens-là. Fait que j'ai juste décidé de travailler sur ce côté-là. Puis je me suis fait déclencher il n'y a pas si longtemps que ça sur... Il y a quelqu'un qui m'a juste dit quelque chose que je croyais déjà. Il a fait un amalgame avec quelque chose que je croyais déjà. Puis là, finalement, ça m'a fait shifter la personnalité, qui m'avait dit, est-ce que tu incarnes la personnalité du Adrian qui est déjà en santé, puis qui fait qu'est-ce qu'il fait, puis qui a qu'est-ce qu'il a? Ouais. Et c'est fascinant. Et c'est ça la puissance du coaching. C'est déclencher quelque chose qui est là, puis que peu importe, et je veux dire, on est coach les deux. Oui. Je me fais coacher, là. Tu te fais coacher. On a des choses à travailler, puis on va évoluer dans ce qu'on a, tu sais. Puis dans n'importe quoi, il y a plein de choses. Mais tantôt, on était en train de dîner, tu m'as dit une affaire, j'ai dit, c'est ça que j'avais besoin d'aller chercher aujourd'hui. J'ai accroché mon estime, puis elle décrochera plus. Puis c'est aussi mon moment de vulnérabilité où moi, l'estime était quelque chose qui n'était pas là, qui n'était pas au rendez-vous. Elle était fermée. Mais là, elle est ouverte, puis elle va rester ouverte tout le temps. Puis je suis allée chercher cette pépite d'or-là aujourd'hui. Fait que merci pour ça. Ça fait plaisir. Ouais. Yes. La puissance du coaching. C'est incroyable. C'est comme... quand je coachais ma cohorte, il y a des exemples. Des fois, je me laisse aller à l'intuition qui vient, ce qui fait en sorte que des fois, l'approche est fresh. J'aime le freshness dans le coaching, de dire, OK, moi, j'en ai lu 300 livres de développement personnel. So fucking what? Tu comprends? Ça me sert à quoi de te radoter ce que Jim Rohn a dit, ce que Tony Robbins a dit, ce que Dale Carnegie a dit? Who cares? Tu l'as probablement lu le livre, puis ça n'a rien fait pour toi parce que tu l'as lu. C'était de l'information. Maintenant, je vais te le donner dans ton contexte, dans ta vérité, puis on va voir si ça résonne. Puis là, pow! Là, ça compte quand je suis capable de le mettre dans un contexte spécifique puis l'attacher à quelque chose qui fait du sens pour toi. Et non pas juste une pièce d'information qui flotte dans l'océan de tout ce qui existe. Là. Ah, mon Dieu. Puis honnêtement, là, est-ce qu'on apprend vraiment des nouvelles choses? Mettons, quand je suis en conférence, là, je dis jamais rien de nouveau. Mais c'est la façon que je l'amène dans la réalité des gens qui vont le comprendre dans une nouvelle façon, vont faire comme « Oh my God, j'avais jamais vu ça comme ça. » OK. Et comme là, c'est là, il y a un déclic qui se fait. Ouais. Donc, ayez pas peur non plus, là. Tu sais, les coachs qui nous écoutent, là, puis même les clients qui nous écoutent, là, vous allez vous faire coacher sur les mêmes choses, mais à un niveau différent, une complexité différente. Puis il y a toujours une évolution qui est possible. Ouais. Et ça, on oublie parfois. Fait que quand j'entends, j'avais fait tirer un coaching il y a 2-3 ans, puis la personne m'a dit, écoute, donne-le à quelqu'un d'autre. Ça fait tellement longtemps que je suis en affaires, j'ai pas besoin d'être coachée. J'ai fait, merci que j'ai pas eu cette personne-là dans mon bureau. Ouais. J'aurais pas eu de plaisir. Absolument. Et le plaisir est important. Ouais.
Ça, c'est quelqu'un qui a cru à la finalité de l'expérience. Ben oui, c'est terminé. Je suis comme ça, te laisser glisser comme ça jusqu'à ta mort. Bon, OK, bye. Exact, c'est Bonne correct. Libre arbitre, tu peux le faire. Ouais. Voilà, libre arbitre. J'ai une question qui est par rapport aux émotions. J'aimerais savoir... C'est quoi ça, des émotions? C'est quoi ça? Si tu avais une seule émotion à choisir que tu peux ressentir pour le reste de tes jours, ce serait laquelle? Amour inconditionnel. C'est l'affaire la plus forte que j'ai vécue de ma vie. Certains diraient que c'est de l'extase. Puis ça vient directement dans une... j'ai vécu cette émotion-là pendant 3 secondes quand ma première fille est née puis quand mes filles sont nées. Quand je le voyais, je voyais sortir, là, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a comme donné un hint. C'est comme une goutte, puis là, ça me rend émotif. Une goutte de ça. Juste une goutte, juste un petit moment qui disait « Wow, on vient de créer un humain. » Puis c'est comme ah! Ça a juste duré une goutte, mais c'est comme 10 sur 10 ou 1000 sur 1000, puis là, ça redescend. Puis j'étais pas à mon high à ce moment-là, quand mes filles sont nées. J'étais pas à mon high dans ma vie comme je suis là. Mais j'ai eu des gouttes de ça. Je l'ai vécu toutefois dans mes expériences de psilocybine, avec les champignons magiques et tout ça. Puis la manière que moi je le fais dans le setting, je le fais, puis dans les modalités que je me permets de faire avec mes amis qui sont déjà très, très avancés aussi dans ce domaine-là, j'ai pataugé là-dedans longtemps. Je me suis permis d'avoir des expériences où pendant 1h30, je ressentais cette émotion-là. Tu peux pas revenir de là, pas changer. Tu peux pas. Tu reviens dans le fond dans ton essence, puis tu te replugues dans la viscosité de l'espace-temps, là, qui est comme... on est tous pognés dans nos petites émotions toutes légères, qui n'ont rien à voir avec la force de cette émotion-là. Puis ça m'a guidé à monter. C'est un peu comme dire, OK, d'où la barre est là. C'est comme... C'est vraiment exponentiel, là, dans le sens que la plupart des gens vivent normalement, là, tu vis à 20%. Juste normal. Ce que les gens appellent normal, c'est 20% pour moi. Là, en ce moment, là, crinquer là, tous les jours, je suis à 50. Mais je connais le 100. Je sais c'est quoi le 100. Je sais que c'est des switches. Puis on peut pas le soutenir longtemps parce qu'on n'a plus le goût de rien faire quand on est là-dedans en passant. Ça me fait penser un petit peu, je ne l'ai jamais expérimenté, mais ça me fait penser à peut-être un high de crack ou d'héroïne où ce que les gens font... Puis il n'y a rien qui existe à part le trip à ce moment-là. Ça feel comme ça. Qu'une fois que tu touches à ça, tu n'as pas le goût de bouger, tu n'as pas le goût de rien être, rien faire, rien avoir. Tu es dans la contemplation. Contemplation pure et dure de je suis. Wow. Et c'est assez. Fait que j'invite tout le monde à trouver des gouttes d'amour inconditionnel dans leur parcours de vie. C'est ça. Fait que c'est ça que je travaille. En fait, consciemment, j'ai travaillé le non-jugement pendant peut-être... quand je dis travailler, c'est focaliser dessus. Il n'y a pas de travail à faire autre que juste décider de maintenir longtemps. Le non-jugement, puis tu vois, j'ai de la misère à juger en ce moment. J'ai du jugement, j'ai de la... Je suis capable de juger des situations, de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Mais de là à dire que quelque chose n'est pas bon ou c'est bien ou mal, je fais la différence entre le bien ou mal culturel. Mais je comprends que tout a une nécessité. La moralité, tu Exactement. veux dire, la moralité, tout ça. Parce que quand tu goûtes à l'amour inconditionnel, les gens ont de la difficulté à comprendre qu'est-ce que inconditionnel veut dire. À quel point c'est inconditionnel. Puis c'est ce que je répète le plus. Puis à toutes les fois, je m'en vais dans les extrêmes bad, dark. Je dis, regarde, je vais t'expliquer à quel point tu peux aimer en t'expliquant à quel point tu peux détester. Il faut que tu ailles là. Puis là, les gens ne veulent pas aller là parce que c'est souffrant, puis c'est contractant, puis c'est pas agréable. Non. Fine. C'est parfait. Mais c'est dans le contraste. Mais c'est dans le contraste qu'on est capable d'avoir l'autre. Tu n'as comme pas le choix de l'avoir. Fait que déjà de dire, je veux un monde où il n'y a que des licornes dedans, puis qu'il n'y a pas de darkness, non. Fine, mais c'est pas ici. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ça qu'on vient faire sur Terre. Sur Terre, c'est la dualité, puis j'appelle ça les cycles de conscience, où est-ce que des fois on se contracte, puis des fois on prend de l'expansion. En ce moment, par exemple, j'ai l'impression qu'on s'en va dans un monde d'expansion, mais il y a des gens qui sont, non, on s'en va dans un monde où la Troisième Guerre mondiale, puis là on va tout éclater, puis on va tout mourir. Fine. Oui. Dans ta réalité, tu t'en vas à cet endroit-là, mais il y a une autre réalité qui dit que non. Les deux sont là en même temps. Et ça pourrait me partir sur ce sujet du temps, mais on va se concentrer sur mes questions. Une autre fois. Une autre fois. OK. Qu'est-ce
que tu fais quand tu rencontres un client ou un coach ou un entrepreneur que son conjoint est zéro sportif, qui est juste dans la critique Mhm. et qui ne supporte pas le projet, la grande ambition de la personne que tu coaches? Ouais. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. je, je demande surtout à la personne comment qu'elle, tu sais, c'est quoi l'interprétation qu'elle en fait de ça. Puis, est-ce qu'elle aime cette situation-là? Souvent, ce que les gens vont dire, c'est qu'ils ne vont pas se permettre d'être eux-mêmes, vivre leurs rêves, leurs passions, devenir qui ils veulent devenir, faire ce qu'ils veulent faire, avoir ce qu'ils veulent avoir, parce qu'ils se laissent influencer par cette personne-là. Mm-hmm. Puis, ils ont quand même fait le choix d'être avec cette personne-là. Maintenant, est-ce que le choix était conscient puis assumé? La plupart du temps, non. La plupart du temps, ils sont connectés avec une personne comme ça pour plein de raisons. Puis j'en ai connu, puis même, tu sais, j'avais un de mes meilleurs amis. En fait, tous mes amis du secondaire, je les ai laissés aller pour des raisons similaires. Que les conjointes étaient relativement toxiques. Tu sais, puis eux, ils les voyaient pas comme toxiques. Moi, je les voyais comme toxiques, d'où je regardais, tu sais. Fait que la toxicité d'une personne ou les contraintes d'une personne, c'est qui cette personne-là est en ce moment. Ce que je dis aux clients, c'est en ce moment, tu le permets. Puis, oui, puis cette personne-là doit avoir une certaine contraction aussi là, dans cet espace-là. C'est sûr que oui, ils n'aiment pas ça, tu sais, mais ils ne sont pas rendus au point où est-ce que c'est inacceptable. Mm-hmm. Et moi, ce que je leur dis, c'est, regarde, si tu fais affaire avec moi, tu vas te rendre à ce point-là. C'est inévitable parce que c'est là que j'amène le monde. Ben okay? Oui, mais à un moment donné... Si, mettons, je suis un Sherpa pour l'Everest. Ouais. Guess where we're going? On s'en va en haut de l'Everest. C'est ça qu'on fait, là, right? Fait que si tu fais affaire avec moi, je t'amène en haut de l'Everest. Puis en haut de l'Everest, tu vas voir toute la game au complet. Puis là, tu risques de voir tous les défauts, tous les patterns. Tu risques de voir les traumas qui font en sorte que ta femme ou ton conjoint est comme ça. Tu vas les comprendre, fine, mais tu le tolérer? Puis la réponse, la plupart du temps, c'est « je suis plus capable. Ça va arriver. » Fait que je prépare les gens. Fait que je dis, si tu veux pas que ça arrive, don't do it. On ne travaillera pas ensemble, parce que ça va arriver. OK. Et facteur de succès, quand la personne, elle décide, qu'est-ce qui se passe par la suite? Que la personne a fait le saut, elle dit, écoute, ça fait tellement longtemps que je suis dans cet espace-là, qu'elle fait le saut, qu'elle se sépare, par exemple. Ou elle fait d'autres choix, mais habituellement, c'est la séparation. Oui, absolument. Ou elle va rester dans ça. À moins que le conjoint change aussi. Là, des fois, il y a des changements qui peuvent s'opérer. Là, mais... J'aime le fait que tu aies utilisé faire le saut, parce que c'est visuel comme si tu sautes en quelque part puis tu vas te tomber. Donc, ça présuppose une chute quelconque. Un saut, tu peux sauter puis t'en aller... vers le haut. Moi, je pense à Mario Bros. C'est bon. On voit des nuages. Bon. Je parle peut-être juste pour... Mais en fait, je parle tout le temps pour moi là, quand je dis ces choses-là. Fait que la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que pour eux, ça se fait naturellement. À un moment donné, c'est juste... Ça ne connecte plus pantoute. Et étonnamment, ce n'est pas eux qui font le move, mais plutôt les conjoints. Ils deviennent insupportables. Quelqu'un de très positif, très crinqué, qui commence à faire attention à soi, commence à faire attention à ce qu'il dit, comment qu'il dit, non, puis qu'il arrête de juger, puis arrête d'embarquer dans le drama de son conjoint, là, c'est plus la même personne. Là. Non. Donc, cette personne-là, qui des fois est un sauveur ou des fois a été le sauvé, ou on connaît cette pyramide-là, là, n'est plus cette personne-là. C'est plus la même identité. Donc, souvent, la partenaire, avec beaucoup de jugement et beaucoup de critiques, va faire... T'as changé, puis t'es une merde. T'es encore pire que t'étais avant, non. Puis elle va finir par s'en aller, puis à dire que c'était de ta faute. Ah, j'aime ça. Ça finit toujours. Ça finit souvent comme ça, puis je veux dire, c'est pas non plus... ça peut être un frein pour certaines personnes qui embarquent dans un processus. En même temps, tu veux créer la vie que tu veux avoir, tu sais. Fait qu'il y a des choix à faire aussi. Ce que j'ai vu également, c'est que pendant le processus de changement, quand la personne fait des aha moments, puis elle change très, très radicalement certains points de sa personnalité au niveau des croyances, les interprétations, les émotions et tout ça, avant que le break-up arrive, il attire quelqu'un d'autre qui match cette fréquence-là 100%, puis que la personne fait « Oh my God, je viens de trouver mon âme sœur! » Damn right. Fait que, tu sais, faire une séparation quand tu viens de trouver ton âme sœur, c'est juste gossant administrativement, là. Juste gossant, administré. D'un point de vue administratif. Mais tu comprends, si c'est ta femme, puis tu as une maison, puis tu as des enfants, c'est compliqué. Mais oui, c'est compliqué. Mais tu l'aimes, ta nouvelle personne. Fait que tu t'en fous. Tu n'es pas en manque d'amour de rien. Là.
Donc, tu es passionné, il y a Ah quelque oui, chose qui t'allume, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment juste 100%. l'administratif qui est chiant, là. Tout à fait. Euh, hey, j'ai le goût de te poser une autre question qui est complètement différente, mais est-ce que ton rêve de petit cul, c'est le même que ton rêve d'aujourd'hui? Écoute, ce que je crois, c'est qu'à chaque moment, je suis en train de switcher d'une autre personne à l'autre. Fait que je ne crois pas que je suis le même. Je suis une autre personne carrément. En fait, j'ai été beaucoup de personnes et j'ai remarqué, moi, je fais un point d'arrêt à chaque 5 ans là, dans ma vie. Fait qu'à chaque 5 ans, j'ai comme une constatation d'une révolution. Mhm. Tu sais, des gros morceaux de ma vie. Maintenant, je la fais aux années, là, tellement que ça va plus vite. Puis de temps en temps, je la fais par décision. Là. Ah, j'ai pris une nouvelle décision, c'est une nouvelle personne. Fait que je me souviens du petit Adrien, puis je pensais à lui dernièrement, très sensible, très gêné, très renfermé, très nécessiteux, voulait de l'amour, puis des fois il l'avait, mais un peu, tu sais, pas super bien du côté de mon père, de temps en temps, trop du côté de ma mère, tu sais, comme en débalancement. Ce que, ce que je peux qualifier de parfait, parce que c'est ce qui m'a amené à devenir qui je suis maintenant. Mhm. Donc, avec rétrospective, tout ce qui s'est passé, c'est parfait. Mais quand tu étais petit cul, à Oui. quoi tu rêvais? Qu'est-ce que tu voulais Ah! faire? Puis est-ce que À, ton rêve d'aujourd'hui, à quoi je rêvais? c'est encore en lien avec ça? Hey, sérieux, là, je pense que j'étais en stand-by. Parce que avant que je poigne le 23 ans, que je sois en appart en train de manger des pizzas, puis des pizzas pochettes, puis prendre du poids, là, puis genre dire, hey, pourquoi le gouvernement prend 30% de ma paye? Fuck you, esti. Tu Ah! sais, puis d'être une victime de la Cette vie, puis phase. pogner en dépression, là, tu sais, puis pogner cette dépression-là de, je sais pas quoi faire de ma vie, puis je suis une merde. Bon, quand j'étais là, j'étais en contraction. Je me suis rendu à un moment dépressif qui m'a forcé à m'arrêter puis faire comme What's the point? Mm. C'est quoi le point de ma vie? Qu'est-ce que je veux devenir? Parce que là, j'ai fait 6 ans de cégep, je suis Pete dans Chambre en ville. Van Wilder. Tu sais, comme, je suis pas exactement, c'est comme tout le monde me connaît, mais je suis rendu à la deuxième génération des parents, tu sais, comme, j'ai les parents et les enfants au cégep. Non, c'est pas vrai, je taquine. Mais j'ai tourné en rond longtemps, puis je pense que le fait que j'aille tourner en rond longtemps, ça m'a assez fait chier pour imprégner chez moi ce désir de apprendre à éviter le tournage en rond aux gens. Puis je suis devenu extrêmement compétent à arrêter ça. À arrêter les patterns de tourner en rond, puis donner une direction aux gens. Puis on en a parlé au restaurant tantôt, là, de comment est-ce que tu fais pour donner une direction, pouf, à quelqu'un pour le solidifier dans quelque chose où que tu t'en vas par là, puis non seulement tu t'en vas par là, mais ça devient plus facile de t'en aller par là que faire ce que tu faisais avant. Ouais. Fait que, ouais. Fait que t'as jamais rêvé d'être joueur de hockey, ou jamais rêvé d'être un ingénieur, d'être un astronaute, d'être un pompier, un policier de ton souvenir, puis... Je voulais devenir Bruce Lee à un moment donné, fait que j'ai été chercher ma ceinture noire. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas le bon art martial. Non, c'est kung fu. Non, mais les deux me passionnaient, puis j'ai un attachement émotionnel à mon samouraï interne, que c'est une autre vie que je vis en parallèle en ce moment, puis je la sens forte, celle-là. Pour X raison, le Japon, il est dans moi, à l'intérieur de moi. Je le sens très, très fort, comme si j'avais vraiment une autre vie parallèle à côté, très, très proche. Puis c'est ça qui m'avait comme ramené dans le karaté, puis j'ai passé une couple d'années là-dedans, puis après ça, j'ai fait, OK, c'est beau, j'ai passé par là. J'aime ça parce que l'analogie avec les arts martiaux, puis le coaching aussi, puis comment on évolue, c'est des disciplines qui sont aussi pas nord-américaines. Hein? C'est une autre philosophie aussi qui est particulièrement intéressante quand dans le ralentissement, dans la pleine conscience, hein, d'être pleinement présent. Je pense que c'est un des plus grands gains qu'on a ici de notre côté de l'océan à apprendre. À apprendre, pas apprendre, mais à apprendre de cette culture-là et de pouvoir l'instaurer puis d'avoir beaucoup plus de mindfulness dans nos vies. Et je pense que c'est un des outils les plus puissants. C'est la pilule magique. Oui, définitivement. C'est mon humble avis. On y va-tu avec une dernière question? Ah oui, donc. OK, cool. C'est ma question préf. Oh, je check. Si aujourd'hui, pour atteindre si pour une journée, tu pouvais utiliser le cerveau d'une seule personne, tu peux switcher ton cerveau
utiliser celui de quelqu'un d'autre pour une journée, pour voir à travers le cerveau de quelqu'un d'autre ce que tu es en train de faire, ce que tu vis, où est-ce que tu t'en vas, celui de qui est-ce que tu choisirais? Je vais te dire que je le fais déjà grâce justement à mon mentor Alex Nadeau, qui va être ici demain. Je suis très content. Qui m'avait montré... tu peux. Qui m'avait montré justement une technique qu'il a appelée le génie emprunté, qui est de rentrer dans justement notre interprétation d'une personne en particulier, dans cette énergie-là, de penser à la personne, rentrer dans l'énergie, puis voir qu'est-ce qui se passe dans l'expérience, comment l'expérience, ça change à ce moment-là. Fait que je me suis permis souvent d'incarner d'autres êtres, pour mieux comprendre ces êtres-là de l'intérieur, puis voir qu'est-ce qui venait quand je me connectais à ces énergies-là. Fait que honnêtement, j'ai pas de désir. Il n'y a personne qui me vient en tête actuellement, de par le fait que j'ai une croyance que nous sommes tous un. Fait que à quoi ça me sert vraiment, de faire ça? Il y a une perspective que j'ai déjà accès à tout ça. Mais parce que je ne suis pas eux, je vais prendre ma perspective, puis je vais faire le maximum de ce que je peux avec ma perspective. Puis essayer d'être... Mon intention étant de devenir un brain que les gens auraient envie de rentrer dedans. Ah, je comprends. Et là, donc, l'énergie d'une personne à qui tu veux te connecter, tu y accèdes régulièrement pour voir les choses différemment. Oui. C'est qui tes préférés dans tes choix? Ça peut être des mentors. Je veux dire, Alex, je l'ai fait souvent avec lui. Là. J'ai appris beaucoup d'affaires de lui. J'ai comme catché certains mécanismes qu'il a fait en faisant ça, juste en restant en contemplation. J'ai fait ça avec Joe Dispenza. J'ai fait ça avec Tony Robbins. Dont d'ailleurs, j'ai senti il y a quelque chose de très deep, dark. Là. J'étais là, wow, c'est quoi cette affaire-là? Mais Joe Dispenza, c'est tout l'inverse. Il y a des licornes dans son monde. Là. C'est une bonne question. J'avais fait ça avec Deepak Chopra aussi. J'ai fait ça avec Sadhguru. J'ai fait ça avec beaucoup d'entités de channeling. Puis je me suis mis à channeler aussi en même temps. Comme il y avait de l'information, qu'il y avait un flow d'informations. C'était assez fucké. Là. Mais, et tu as ce don-là, si on veut, cette capacité-là. Je pense que c'est une capacité. C'est une compétence, je pense pas. C'est une capacité. Je pense que c'est une capacité. De channeler. Je crois que ça se travaille. Je pense que tout le monde a accès à tout. Mm-hmm. Tout le monde a vraiment accès à tout, mais tout se travaille. Ah, puis tout le monde... Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas facilement. T'sais. Il y a des gens pour qui c'est plus facile, puis souvent, quand c'est plus facile, des fois, c'est là que tu as besoin d'aller aussi. Là. Des fois, on se tue à aller à contre-courant, puis à essayer d'être à l'envers de notre nature, puis elle revient au galop, puis elle cogne à la porte, puis à un moment donné, tu n'as pas le choix. Ouais. Fait que pour finir, il nous reste 2 minutes. Je te donne le mot de la fin. À ton propre podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui nous écoutent, autant coachs que clients, qui se permettent d'écouter ce podcast? Faites de quoi avec l'information que vous entendez. Faites pas juste l'entendre, puis la laisser là. On a droppé quand même certaines pistes assez folles, dont l'amour inconditionnel, dont l'estime personnelle. Je vais dire de quoi qu'est-ce qu'on s'est dit au restaurant. Ce qui a été le plus gros catalyseur de la plupart de mes clients, c'était de se permettre d'avoir une estime personnelle à 100%. Puis les gens ne se le permettent pas parce qu'ils n'ont pas encore coché des petites cases dans « mais j'ai pas tout fait ce que je voulais faire dans ma vie, puis j'ai pas tout obtenu ce que je voulais obtenir dans ma vie. Donc, mon estime personnelle ne sera pas à 100% tant et aussi longtemps que... » Ça, là, c'est le contraire de l'amour inconditionnel. 100% le contraire de l'amour inconditionnel, ça, c'est l'amour conditionnel. Fait que si tu veux vraiment rentrer dans l'amour inconditionnel et vivre de l'extase dans ta vie, puis avoir du fun, que ce soit high, inconditionnel, ça veut dire donne-toi-les tout de suite, right fucking now, puis laisse-les là. Oui, puis il y a tellement, je te dirais, moi, dans ma clientèle, de gens qui associent leur valeur, on peut parler de valeur, estime, à l'argent. Oui. C'en est triste. Si l'argent n'existait pas, puis c'était juste des poules, est-ce que tu dirais, ah, moi, j'ai plein de poules, fait que je suis heureux? Ça n'a pas rapport. Non, puis tu sais, l'argent, c'est une ressource illimitée. Là. On peut en créer, c'est une ressource illimitée. Créée. Fait que tu te soucies de l'argent, mais des bananes, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que tu te soucies des bananes dans le monde? Non. Exact, c'est contextuel. C'est contextuel. Merci Anne-Marie. Ben, merci à toi. Je suis privilégié de me faire hoster dans mon propre host. Yay! Merci beaucoup. Avec plaisir. All right. À la prochaine. Merci tout le monde.